Merci Cathy, bonsoir ou bon après-midi à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. Et puis bien sûr aussi bonjour à vous tous derrière les écrans sur les plateformes. Donc vos questions sont les bienvenues après la projection du film, de ce très beau film dont je vais parler un instant. Et puis bien sûr aussi à vous, les visiteurs, spectateurs sur les plateformes aussi. N'hésitez pas sur le chat donc à nous transmettre vos questions. Et le réalisateur, Denis Neguerev, qui va venir, qui est en route, répondra à nos questions et donc bien sûr participera à cet échange après la projection. Alors, Denis Neguerev, j'ai donné son nom, il est en route, il est un peu perdu, mais il arrive de Sibérie. Non, je plaisante, il est à Toulouse. Sibérie, où le film a été tourné, un film pour Arte qui s'appelle donc L'hypothèse de Zimov. Alors Zimov, c'est qui? C'est Sergei Zimov, qui est un géophysicien russe, sibérien, qui a une tête à la russe de Tolstoï, de Dostoïevski, vous verrez, et de son fils Nikolai. Et le père donc a créé il y a plus de 40 ans le parc du Pléistocène. Donc vous allez voir ce que c'est dans le film, le parc de Pléistocène au fin fond de la Sibérie, pour tenter de trouver des solutions à cette fameuse fonte du permafrost, cette terre mélangée à la glace, et qui, si elle se libère, va donc dégager des mégatonnes, je dis bien, de méthane et d'autres gaz, de gaz carbonique en particulier. Donc c'est extrêmement dangereux. Et lui, Sergei Zimov, a une hypothèse, donc plus qu'une hypothèse, qui est une proposition scientifique. Encore une fois, c'est un géophysicien, et avec son parc qu'il a eu beaucoup de mal à constituer avec les autorités russes et locales sibériennes, eh bien, il essaie de mettre en œuvre donc l'application de ces idées, de ces solutions pragmatiques, avec, je n'en dis pas plus, donc une solution pragmatique qui concerne des animaux. Voilà, en tout cas, c'est un très beau film. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très très bien tournée, très bien réalisée. Pour moi, c'est un film de grand écran. Et donc, et on a la chance d'être là tous réunis. C'est autre chose que de le voir sur ce grand écran. Et merci encore au festival, à Terre d'ailleurs, à Délire donc, l'association ou Muséum, de nous accueillir, nous les auteurs, les réalisateurs, les écrivains, pour pouvoir vous présenter nos œuvres, nos films. Et donc, encore une fois, cette année, c'est une très très belle sélection, un peu à la confluence, et là encore, le film, l'hypothèse de Zimov le prouve, à la confluence de ces différentes thématiques que sont la géologie, la lutte pour la protection de l'environnement, l'anthropologie, l'archéologie, etc. Et donc, le film, ou les films, nous montrent ça. Bravo à toi pour ce très beau film. C'est un documentaire Arte, mais pour moi, c'est un documentaire de cinéma, parce qu'il y a vraiment un côté réalisation j'allais dire, de fiction. En tout cas, on est dans le cinéma, on est dans le documentaire qui nous explique le monde, et puis surtout la réalisation, et puis voilà, un personnage formidable, presque un acteur. On va entamer un dialogue, mais bien sûr, la parole est à vous dans la salle, et encore une fois, bravo pour le festival et Terre d'ailleurs, donc à l'association et au muséum, de nous accueillir pour nous présenter ces belles images sur grand écran, ça n'a rien à voir, et surtout pour avoir sélectionné ce film. Deuxièmement, bien sûr, nos amis de la régie sont là pour vous, les spectateurs, sur les plateformes, pour nous transmettre vos questions. N'hésitez pas, nous savons que vous êtes nombreux sur les plateformes ainsi que dans la salle, donc voilà. Denis est avec nous. Alors moi, j'ai plein de questions à te poser pour ouvrir le débat. D'abord, tout platoniquement, donc comment t'es venue l'idée? Tu es né en Russie, tu parles parfaitement russe évidemment, tu as étudié en France mais aussi à Moscou. Comment tu as trouvé notre ami Sergueï? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé de ne pas être à la présentation du film, mais de toute manière, je n'avais pas grand-chose à dire au début. Par contre, j'ai pas mal de choses à dire maintenant. Donc, comment je l'ai rencontré? Ça faisait très très longtemps que je cherchais un sujet sur l'écologie, mais je voulais pas du tout tomber dans les travers des médias habituels, c'est-à-dire des films moralisateurs avec cette tendance de faire très très peur. Je voulais trouver un sujet avec une solution. Un personnage qui apporte une solution. Et donc c'est une journaliste d'Arte, voilà, décidément tout tourne autour d'Arte, une amie qui m'a envoyé un article d'un magazine américain, The Atlantic, qui a publié ce qu'on appelle un long read, un très très long article sur les Imhoff en 2017. Mais il faut dire une chose, que les Imhoff, en fait, évidemment dans le film on a essayé de gommer toute cette partie-là pour justement pour donner une image la plus
la plus proche de l'essence de leur combat, mais évidemment, ils ne sont pas si seuls que ça. En plus, bon, nous, on a tourné pendant l'année Covid, donc il n'y avait personne, mais en dehors des années exceptionnelles comme c'était 2020-2021, leur station grouille du monde. Il y a beaucoup de journalistes. Sergueï, vous avez bien compris que c'est un homme qui manie l'humour avec perfection. Lui, il dit que l'espèce qui fait le plus de bien au permafrost, c'est pas les chevaux, c'est pas les bisons, c'est les journalistes, parce qu'il y en a plein. Donc voilà, donc moi j'en ai jamais entendu parler, mais quand j'ai lu cet article, je me suis dit, c'est ça, c'est exactement ce que je cherchais. En plus, ils sont russes, donc voilà, ça me parlait de surcroît. Et j'y suis allé en repérage en 2018 pour les rencontrer, pour passer 2 semaines avec eux. Et bon, là, j'étais convaincu que c'est vraiment exactement ce que je cherchais. Et là est parti un long développement du film, la recherche du financement, parce que le film a coûté très cher. C'est le film le plus cher que j'ai jamais fait. J'imagine. Alors bien sûr, techniquement parlant, là on parle de plan serré comme on dit au cinéma, puis après on passera au plan large. Plan serré, il y a quand même pas mal de... D'abord il y a des très beaux plans, et 2 tournages, donc repérage, tournage d'hiver, tournage d'été. Et puis alors des choses incroyables, acrobatiques, je voyais à nouveau, parce que j'ai vu le film plusieurs fois, la synchronisation entre le tournage de drone et puis l'affaire des bisons. Évidemment, il y a les motos, et c'est d'éloigner le zoom, celui qui veut attaquer, et de le nourrir, etc. Et bravo, techniquement parlant, je sais, pour l'avoir tourné aussi en Sibérie, un film qu'on a présenté ici, d'ailleurs c'est très compliqué de tourner en hiver en Sibérie en drone, parce que les batteries ont une espérance de vie de 15 minutes. Bravo, là, une prouesse aussi techniquement pour le tournage d'hiver. Oui, ça a été très compliqué, c'est vrai. On a tourné sur presque 2 ans. Le tournage a duré donc le 1er septembre 2018 et on a terminé en septembre 2020. Bah oui, 2 ans. Et en tout, j'ai fait 15 semaines sur place et divisé en 4 séjours ou 5 séjours. Ouais. Et donc, oui, techniquement, il y a plusieurs choses qui sont très compliquées là-bas, parce qu'en fait, on ne le voit pas, l'image ne le rend pas, mais vous ne pouvez pas marcher normalement au parc, parce que le terrain est complètement cabossé. C'est des mottes d'herbe, c'est un terrain très marécageux, donc rempli de boue, vous ne voyez jamais parce que c'est recouvert d'herbe. Et c'est des mottes d'herbe, voilà, qui sont très irréguliers. À chaque fois que le chef-op essayait de courir après le personnage, parce qu'eux, ils ne nous attendaient pas, ils se déplaçaient parce qu'il y avait une urgence, il fallait faire quelque chose. Voilà, ils se retrouvaient le nez dans la boue, la caméra vautrait à côté, l'ingénieur du son a cassé une fois sa perche et une fois son micro. Donc oui, c'était et les moustiques, je vous raconte pas. J'avais une vidéo quelque part où les fameux moustiques de Sibérie l'été. J'ai jamais vu ça nulle part. J'ai filmé mon genou. J'avais un pantalon gris, je ne voyais pas la couleur de pantalon. Voilà, ça grouillait. Et en hiver, en effet, bon, les températures ont été assez clémentes. Quand on a tourné en hiver là-bas, vous allez rire, mais elles étaient vraiment clémentes. Le pire de ce qu'on a eu, c'était moins 35. Ça va, franchement, je sais que ça fait peur, mais ça aurait pu faire bien pire. Et le matériel... On s'acclimate en tant qu'être humain, par contre le matériel ne s'acclimate pas beaucoup. Et à partir de moins 30. Mais justement, on a été très surpris parce qu'évidemment on a pris des housses polaires avec des chaufferettes. À chaque fois, il faut 1 heure pour préparer une caméra. C'est une tannée, mais pas du tout. Une fois, on les a sortis comme ça parce que justement il y avait une urgence et on n'avait pas le temps de les préparer. On a tourné 1 heure, il n'y avait aucun problème. Vraiment. Très bien. Alors, donc, notre ami Sergueï a quand même une obsession parce que son Pleistonovy Park, par-ruski, comme on dit en russe, le parc Pléistocène, il l'a créé dans les années 70, en 77 exactement, donc il y a une quarantaine d'années. J'imagine que, d'abord, il était jeune, c'était une obsession, mais quand même, troisièmement, par rapport à l'administration, la bureaucratie russe et aussi sibérienne, ça va être une gageure quand même, non? Raconte-nous un peu. Pas du tout. Parce qu'en fait, de l'extérieur, on croit que tout est extrêmement compliqué en Russie, mais il dit lui-même, j'aurais jamais pu faire un parc pareil en Europe ou aux États-Unis, où justement le règlement est très strict et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Là où il se trouve, déjà pour qu'il y ait un inspecteur à 1000 km à la ronde, je veux dire, il faut se lever tôt. Et donc le premier parc, il a créé en 88.
juste avant l'effondrement de l'URSS. C'était un parc avec les chevaux et qui a été soutenu par le gouvernement soviétique. C'était vraiment un projet officiel. Le parc a disparu au début des années 90, faute de financement. L'URSS s'effondre, donc voilà, l'Académie des sciences soviétique n'existe plus, ne finance plus rien, et il s'est retrouvé, voilà. Donc, je crois qu'ils les ont abattus. Ils ont fini par les abattre, et il a refait un parc à un autre endroit, là où il se trouve aujourd'hui, en 96, et là, c'est une affaire complètement privée. Il est soutenu par aucune entité institutionnelle. Donc, il n'y a pas d'institution qui le soutienne. Là, il le fait avec son argent, son propre argent. D'accord, une sacrée intuition quand même dans les années 70, parce qu'on ne parlait pas du tout du permafrost. On savait ce que c'était, mais on ne parlait pas en tout cas de ces 1600 gigatonnes. On ne parlait pas de cette menace de libération du gaz méthane et du gaz carbonique, selon qu'on soit sur l'air ou sur l'eau. Et en tout cas, lui était convaincu en tant que géophysicien dès le départ. Il a eu ce génie quand même. Je crois qu'il n'était pas convaincu par le fait que ça allait fondre dans les années 70, mais là, il a compris dans les années 90. Par contre, le permafrost, effectivement, il vit sur le permafrost depuis plus de 40 ans. C'est son sujet de prédilection, c'est ce qu'il connaît le plus. Je crois que la première idée du parc, c'était pas du tout pour combattre le refroidissement, le réchauffement du permafrost. Il voulait juste voir comment les animaux pourraient reconstruire un écosystème déchu, disparu. Celle de la steppe des Mammouths. C'est vraiment une curiosité scientifique de voir, ok, si on amène des animaux, est-ce que l'herbe va pousser mieux? Est-ce qu'ils vont combattre la forêt? Est-ce que la forêt va reculer? Parce qu'il y a 12 000 ans, il n'y avait pas de forêt ici, il n'y avait que des steppes remplies de des millions et des millions d'herbivores. Donc il s'est dit, si je relance le cycle dans le sens inverse, est-ce qu'on va arriver à cet état des choses d'il y a 12 000 ans? C'était vraiment ça sa première idée. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'en plus, ça peut régler le problème du réchauffement climatique en refroidissant le sol. On a beaucoup parlé de la COP26, évidemment. Les résultats sont quand même mitigés. Est-ce que lui est encouragé actuellement, Sergueï, donc, mais aussi Nicolas, le père et le fils, par Moscou, en fait, par les autorités russes, pour peut-être agrandir le parc, lui donner plus de moyens? Je crois bien qu'à 80% des financements, cela repose sur les entrées les ressources de la cité scientifique. Donc, la question, est-ce qu'il est soutenu par les autorités russes? Pas du tout. Les autorités russes, déjà, il faut dire, ils ne sont pas extrêmement intéressés par les questions écologiques. Ils commencent à s'y mettre, mais ils sont extrêmement en retard par rapport, évidemment, aux leaders politiques européens, parce qu'en Europe, il y a une pression publique sur les autorités, sinon je pense qu'ils n'auraient rien fait. Ils ne feraient rien, déjà ils ne font pas grand-chose. Et en Russie, il n'y a aucune pression publique sur les autorités, sur les questions climatiques. Aucune. C'est-à-dire que les Russes de base ne se préoccupent pas du tout, la moitié n'y croit pas encore. Et l'opinion lambda, c'est bon, bah, si ça se réchauffe, c'est pas plus mal, parce que quand il fait moins 30, bah, s'il fait moins 20, c'est pas grave. Alors lui, Sergueï, je disais, il est quand même assez obsédé dans sa quête, la poursuite de son objectif, que donc le parc soit dans une pérennité financière, puis même scientifique, et puis un peu de fatalisme aussi. Il dit, bon, on va essayer de sauver la Californie, puis après, bon, on ne peut pas sauver la Californie, on va sauver l'Oregon. C'est assez drôle, quoi. Ouais, de l'humour et du fatalisme, pardon. Ouais, mais je pense que il y a beaucoup de lucidité chez lui. C'est pas du fatalisme. C'est quelqu'un effectivement qui garde, qui cache derrière un humour comme ça sarcastique, a une lucidité incroyable sur l'état des choses. La séquence où il dit à son fils, mais tu sais très bien que personne ne va respecter les accords de Paris, ça a été dit en septembre 2018. On y croyait encore un peu. Donc là, je crois, aujourd'hui, plus personne n'en parle et plus personne n'en parlera dans un avenir proche. Donc je crois qu'il est extrêmement lucide en se disant que de toute manière, l'état des choses dans le monde est tel que sans doute la catastrophe va avoir lieu. La grande question aujourd'hui, c'est de ne pas savoir si le réchauffement aura lieu, c'est ce qu'ils disent dans le film, mais est-ce que le scénario va être mortel pour nous? Et toutes leurs entreprises, elles visent ça, c'est de ralentir le réchauffement. Ça va se réchauffer, mais il faut juste que ça ne se ralentisse, réchauffe pas trop vite. C'est ça, parce qu'il y a
libération du méthane, hein, les 1600 gigatonnes dont je parlais tout à l'heure, le CO2 bien sûr, c'est exprimé dans le film, mais aussi la prolifération des bactéries et des microbes, ce qui n'est pas très très connu non plus, hein. C'est ce que signale Sergueï. Oui, bon, pour l'instant, c'est vraiment pas le danger. Je sais qu'on en parle beaucoup. On a commencé à parler énormément du permafrost en France, notamment, en liaison avec cette question des virus oubliés qui sont congelés dans le sol sibérien et qui vont ressurgir. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, c'est pas impossible, mais c'est clairement pas le danger, le plus grand danger qui nous guette. C'est juste parce qu'il y a le Covid et du coup, par analogie, on a tous peur tout le temps d'une énième épidémie qui va nous tous zigouiller. Par contre, ce dont on devrait avoir peur, c'est effectivement cette quantité de méthane qui va se dégager. Et là, c'est sûr et certain. Parce que si les microbes, on peut encore, ou les virus, on peut se poser des questions. Bon, bah, le méthane, tous les scientifiques s'accordent que ça commence à fondre et que c'est une boucle rétroactive. Plus ça fond, plus ça se réchauffe, plus ça se réchauffe, plus ça fond. Et voilà. Alors on a commencé à parler, c'est vrai, dans les revues scientifiques, Nature, etc., du permafrost, permagisol en français, de Sibérie, mais aussi, on l'a vu plus récemment, donc, parce que là, ces études remontent à 10-15 ans, mais aussi plus récemment avec ce qu'on a vu dans les Alpes françaises en particulier, et puis les Alpes suisses avec l'effondrement de certaines arêtes, certains sommets. Il y a des vidéos incroyables sur un glissement de terrain à la suite de ce réchauffement du permafrost en Suisse. Et puis l'arrêt de Bonatti, qui est pas loin du Mont Blanc, qui est très connu des grimpeurs, donc ouverte par Walter Bonatti il y a quelques décennies, qui s'est effondré. Donc il y a quelques années, tout ça à cause de la fonte. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? N'hésitez pas, hein, profitez-en. Et puis bien sûr aussi à la régie pour nos amis qui nous suivent sur les plateformes, puisque nous sommes sur différentes plateformes avec du monde derrière les écrans. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais continuer. Monsieur Huidevant au deuxième rang. Allez-y. Puis si on n'entend pas, je répéterai la question. Allez-y. Oui, On oui. peut répéter la question, parce qu'on ne l'a pas entendu. Est-ce que détruire la forêt en faveur des steppes, ce n'est pas plus dangereux que de garder les choses comme elles sont, si j'ai bien compris? Non, parce que déjà, ils sont. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Il y a des choses techniques et il y a des choses assez simples. Ce qui est très simple à dire, c'est qu'on est tellement aujourd'hui, on nous a tellement rabâché avec que la forêt, il faut la préserver, il faut la préserver, il faut la préserver, que maintenant, c'est une sorte d'idée reçue. On ne se demande même pas quelle forêt, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle sert, etc. Évidemment, détruire la forêt amazonienne, c'est une catastrophe absolue parce que c'est un vivier de la biodiversité. La forêt que vous voyez dans le film et qui recouvre des millions de kilomètres carrés, des millions. Je ne sais pas si c'est bien passé par le film, mais c'est la forêt où j'ai vu aucun animal sauvage en 15 semaines de tournage. Aucun. Cela veut dire qu'il n'y a pas de vie, c'est une sorte de désert biologique. Je vais venir après au CO2 et à tout ça. Donc c'est une forêt que personne n'exploite. Elle ne peut pas servir à la construction parce que les mêlées sont trop fines, etc. Donc en fait, on l'utilise que pour chauffer les maisons. Et c'est ça, il n'y en a pas beaucoup qui se chauffent au bois là-bas. Donc c'est une forêt aujourd'hui qui a une utilité zéro, mais vraiment, hein, ils le disent tous. Par contre, CO2, oui, effectivement, la forêt capte du CO2, mais sachez que les plantes, avec leur système de racines, captent jusqu'à 5 fois plus de CO2 et de méthane que les arbres. Et les IMOF sont en train de préparer un article là-dessus. Ils ont mesuré... bon, je vais passer les détails techniques. Ils sont en train de préparer un article très sérieux, scientifique, avec des calculs, avec des données, pour démontrer que dans Pleistocène Park, la séquestration du carbone, c'est ce qu'on appelle, voilà, quand le carbone est retenu par une entité, la séquestration de carbone dans le parc est supérieure de plusieurs fois à ce qui se passe en dehors du parc. Très bien, vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, puis on répétera aussi la question si on ne l'entend pas. Oui, d'abord au troisième rang, allez-y.
Alors, je répète la question pour nos amis des plateformes qui n'ont pas entendu. C'est, on voit à la fin du film donc la collaboration des Américains, donc des universitaires américains, mais est-ce qu'il y a une place justement pour la coopération avec les institutions, mais aussi avec les États-Unis en général, pour trouver des solutions idoines par rapport à cette question? Bah, il y a évidemment une coopération qui existe entre les IMOF et cette université américaine qui est le Harvard quand même, ce qui évidemment leur donne énormément de crédit. Je parle des IMOF, pas de Harvard. Mais c'est un partenariat qui est très malin et très utile aux deux parties. Pourquoi? Je m'explique. Parce que le clonage de mammouth, c'est un projet que le professeur Church a depuis une vingtaine d'années. Et on l'a déjà accusé d'être complètement fou, d'être l'apprenti sorcier, de jouer avec eux. Et on peut se poser toutes les questions déontologiques qui sont liées à ce type de projet, évidemment. Et donc, il avait beaucoup de mal à trouver les financements et même à pousser ce projet-là. Donc, il le finançait lui-même sur les bords. C'est un monsieur qui est à l'origine de plein de technologies liées au génome humain, donc il gagne très très bien sa vie, et il mettait une partie de ses revenus, il payait ses collaborateurs dans le laboratoire pour créer une entité qui travaillait tranquillement depuis une dizaine d'années sur le génome. Là, probablement certains d'entre vous ont vu cette info passer. C'est lui qui a reçu il y a 2 mois, c'était même relayé par les journaux français, 15 millions de dollars pour ses recherches. D'une fondation privée. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire passer l'idée que le clonage de mammouth, c'est pas juste pour l'amour de la science, mais qu'on a vraiment besoin de mammouth pour sauver l'humanité, justement, si on envoie des troupeaux des mammouths en Sibérie chez les IMOF pour refroidir le permafrost. Donc c'est le partenariat qui lui sert aussi d'une sorte de raison valable pour pousser son projet de génome. Et il a donné 200 000 dollars aux IMOF parce qu'ils ont été très très mal pendant les années Covid. Donc voilà, il leur a envoyé de l'argent pour les soutenir. Oui, donc il y a un vrai partenariat. En termes de financement? Est-ce qu'il y a, je répète la question, est-ce que pour nos amis des plateformes, est-ce qu'il y a d'autres partenariats, je vais y arriver, aux États-Unis aujourd'hui ou à envisager pour le futur? Oui, en Ailleurs. fait, il y a plein de petits ruisseaux qui commencent à financer les IMOF. Ça fait 5-6 ans qu'il y a tous les médias du monde qui s'emballent pour cette histoire. Le nombre d'articles écrits, de reportages courts, moins courts, etc., je crois que c'est par dizaines maintenant que ça se compte. Ils ont été diffusés sur la chaîne des news la plus regardée des États-Unis, CBS, dans le programme la plus regardée, 60 minutes. Ils ont eu un reportage de 15 minutes sur eux. Donc, les IMOF ont créé une fondation aux États-Unis. Ils ont créé une fondation en Allemagne, donc pour justement avoir les donations européennes. Et c'est même pas eux qui créent, c'est des volontaires, des gens qui les contactent, qui disent est-ce qu'on peut vous représenter? Voilà, on voudrait bien lever de l'argent pour vous. Pour l'instant, ça marche pas très très bien. Ce qui marche très bien, ce qui a très bien marché, c'est le Patreon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, c'est une plateforme de crowdfunding permanente, c'est-à-dire on s'abonne. Souvent, c'est des artistes qui font ça, mais aussi des projets scientifiques. N'importe qui peut s'abonner à un artiste ou à un projet comme celui du parc et donner 10 € par mois, et comme ça, voilà, ça le finance. Donc, ils ont réussi je crois qu'ils ont réussi à avoir 5 000 par mois. Ça ne couvre évidemment pas les frais du parc. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Les bisons américains danois qu'on voit dans le film, c'est ceux qu'ils ont ramenés pour la première fois. Donc c'est les premiers bisons qui foulent la terre sibérienne depuis 12 000 ans. Depuis 12 000 ans, il n'y avait pas de bisons. C'est vraiment le tout premier troupeau de 12 bêtes. Donc pour les amener, je crois qu'il a mis 3 ans pour préparer l'opération. Au début, il voulait les amener d'Alaska, ça a capoté. Puis il voulait les amener de je ne sais même plus où. Finalement, il les a trouvés au Danemark. Ça a coûté 150 000 € pour 12 bisons. Et avec le transport. Et le transport a duré 5 semaines en camion. Ils ont traversé
14 000 kilomètres. Donc c'est un miracle qu'ils ont tous survécu. Et effectivement, à ce rythme-là, et à ce prix-là, eux tout seuls, ils ne peuvent pas agrandir le parc de manière très, très rapide. Donc oui, mais on espère tous que voilà, la mayonnaise commence à prendre. On a l'impression qu'il y a vraiment de l'intérêt de pas mal de structures. Il y a un oligarque russe dont je tairai le nom pour l'instant parce qu'ils ne veulent pas le divulguer, qui leur a rendu visite. C'est une personne qui vit en Angleterre et voilà, donc il est binational et qui a dit qu'il va réfléchir. Donc, il faut qu'il ne réfléchisse pas très longtemps, mais il y a le plus grand fabricant, producteur de diamants, donc c'est une société d'extraction russe qui se trouve, c'est une société d'État qui se trouve en Yakoutie, donc c'est la même région où se trouve le parc. Donc pour eux, le partenariat, il était même, voilà, je ne comprends même pas pourquoi ils ne les ont pas contactés plus tôt. Ils les ont contactés, ils discutent. Donc l'entreprise est très intéressée. Après, vous savez, il faut toujours marcher sur les œufs, hein, parce que quand on commence à s'allier avec les gros requins comme ça, est-ce que ça va nuire à votre image? Est-ce que ce que vous allez recevoir en argent va couvrir les potentiels dégâts que ça peut représenter pour l'image? Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir s'accaparer le projet? Donc là, vraiment, tous les doutes sont permis. C'est pour ça que les IMOF ne sont pas extrêmement pressés d'avoir le soutien politique russe. Parce que vous ne savez jamais comment ça va se retourner. Souvent, ça se retourne contre vous à un moment donné. Partenariat et coopération essentiellement privée pour l'avenir. D'autres questions? Il y en a une devant, puis après derrière. Et puis toujours à la régie, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, pour la plateforme. Monsieur au premier rang, allez-y, puis après derrière. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. En fait, il s'agit de tasser la neige pour maintenir le froid et empêcher que ça le permafrost dégèle. Ouais. Oui, je vais le reprendre, c'est très bien que tu me poses cette question-là, parce que souvent l'info ne passe pas. Alors la question, je répète aussi pour les plateformes, hein, c'est est-ce qu'il s'agit bien d'une question de tasser la neige pour empêcher de libérer donc, la libération du gaz méthane et du CO2? Oui. C'est... En fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien la neige, souvent en Europe, on n'est pas confronté à la neige au quotidien, ça peut leur paraître complètement contre-intuitif, mais la neige agit comme un duvet, c'est un isolateur thermique. Donc, c'est-à-dire que quand en hiver, et l'hiver là-bas est très long et très rude, avec des températures très basses, donc quand il fait moins 35 dehors, sous la neige, disons il y a 1 mètre de neige, il n'y en a jamais énormément là-bas, mais sous la neige, il va faire moins 20 seulement. Donc il y aura 15 degrés de différence. On vire la neige, le sol sera à la même température que l'air. C'est aussi simple que ça. Et les animaux, voilà, donc ils cherchent la nourriture, ils tassent la neige, ils se baladent. Donc leur seule présence suffit. Donc tasser la neige l'hiver et puis se nourrir d'une partie de la forêt l'été pour justement empêcher cette prolifération. Il y avait une question également derrière, oui. Alors, on répète la question, on ne sait pas quel âge a Sergueï Asimov, donc le père, et on se demande quelle sera sa succession, voilà, si l'initiative va lui survivre. Ouais, c'est une des plus grandes questions, évidemment. Il a 68 ans. On lui souhaite encore de longues années. Bon, il fait le triple parce qu'une année qu'on triple là-bas. Mais évidemment que j'ai posé la question à son fils, à Nikita. Il m'a dit, écoute, tu m'aurais posé cette question il y a 5 ans. Je pense que j'aurais eu très peur même de te répondre, même de penser à ça. Aujourd'hui, je me sens assez solide pour continuer. J'ai déjà fait tellement de choses, ça fait tellement longtemps que je m'occupe, je connais le parc mieux que mon père, parce que c'est vraiment Nikita qui s'occupe au quotidien du parc. Il dit, je ne vais pas l'abandonner, c'est évident. Par contre, la question peut se poser pour la suite. Il a 3 filles. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il soit très passionné par aller marcher dans la gadoue et porter les troncs pour construire la barrière. Mais on verra. Comme dit Sergueï, j'espère qu'ils vont bien se marier. Et peut-être que l'avenir, justement, la coopération universitaire, scientifique, privée ou étatique. Premier rang, oui. Allez-y.
Oui. Oui, oui, ça fait. Donc, est-ce que les gens qu'on voit dans le film, est-ce qu'ils sont payés par les IMOF, est-ce qu'ils sont salariés? Oui, ils ne sont pas bénévoles, ça c'est sûr. Je ne vois pas qui pourrait venir faire du bénévolat là-bas. Même s'il y a beaucoup d'étudiants étrangers, notamment européens, qui leur écrivent tout le temps en disant on veut venir, on veut venir, on veut venir, on veut venir. Mais les IMOF disent on peut accueillir personne parce que pour les former, il nous faut 2 mois. C'est des conditions qui ne ressemblent à rien de ce que les gens ont vu dans leur vie quotidienne ici. Même conduire un bateau, si on se perd, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va? Parce que les bateaux tombent en panne tout le temps là-bas et tout se fait par bateau. Donc oui, il y a des salariés, ils sont payés, les salaires ne sont pas énormes parce que déjà le niveau de vie en Russie il est bien plus bas qu'ici, mais ils sont beaucoup mieux payés que tous les gens locaux qui travaillent pour d'autres entreprises. Vraiment, les IMOF les payent bien. Mais il y a un autre problème, c'est le problème de l'alcoolisme. C'est un énorme fléau là-bas. L'alcoolisme. Le parc est le territoire où on ne boit pas. On se fait Ouais, c'est virer pour ça que direct. Nicolas il a fait rajouter sur la liste des vies vodka. Beaucoup. Non, mais vous partez pas 10 jours dans le froid sans la vodka. Ça, c'est même pas possible. Aucun chauffeur même ne démarrerait pas son véhicule. Donc oui, mais les IMOF, ils boivent très peu. On peut boire à la station. Donc déjà, on voit ces scènes-là. Mais le parc, qui se trouve à 40 km par bateau, c'est strictement interdit. On peut rappeler d'ailleurs l'espérance de vie en Sibérie, 48 ans, 1 million d'habitants sur 5 millions de kilomètres carrés, ou 8 millions, je ne sais plus, et bien en deçà de la moyenne d'espérance de vie de la Russie qui est de 60 ans. Mais enfin bon, pour revenir aux initiatives, à la coopération, avis aux amateurs, l'hiver est long, donc on peut se former quand même. Oui, tout à fait. Cathy au deuxième rang, pardon, vas-y. Les recherches avancent bien, comme je disais tout à l'heure. Donc le professeur américain a reçu 15 millions de dollars pour les continuer, donc ça va donner un énorme boost. Il y a 4 ans, quand je l'ai rencontré, il me disait que dans 5 ans, il pourrait en avoir un. Maintenant, j'ai lu dans la presse, il dit avec 15 millions de dollars en plus, il dit dans 16 ans. Donc ça sent pas très bon. Mais du point de vue technique, technologique, c'est tout à fait faisable. Ouais. Oui, mais qui n'a jamais été intact. On n'a jamais trouvé de l'ADN intact de mammouth dans le permafrost parce que quand même 10 000 ans, 12 000 ans, même aux températures très basses, ça fait quand même détruire la matière. Et donc il compare l'ADN de mammouth à l'ADN de l'éléphant asiatique. C'est pour ça qu'il dit dans le film, on ne pourra pas faire un mammouth, mais on fera un éléphant adapté au froid. Très bien. Une question derrière aussi, derrière Cathy, allez-y. On n'entend pas avec le masque, allez-y, plus fort. Ils comparent. Je ne peux pas vous dire. Vous savez, ils m'ont expliqué pendant 1 heure et demie, j'ai tout oublié 30 secondes plus tard. C'est pas si intéressant que ça. Le plus important à retenir, c'est que vraiment, ils comparent les 2 génomes. Ils essayent de comprendre quel maillon est responsable, par exemple, de la quantité de graisse. Est-ce qu'on peut jouer sur ça pour l'augmenter? Ou la longueur des poils. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit plus long? Donc voilà, c'est ce genre de jeu. Très bien. Pas de question Régie, non, mais une question derrière, c'est Maxime, c'est ça, hein? Voilà, on répète la question, hein, c'est une question sur l'autonomie du parc et les groupes d'animaux. Est-ce qu'ils sont autonomes? Est-ce qu'ils peuvent se reproduire et se gérer dans leur écosystème? Ouais, non, et on en est encore très très loin. Parce que pour avoir, évidemment, le but du parc, le but des IMOF, c'est de créer un écosystème qui s'autorégule, où l'homme, voilà, il n'a plus besoin d'intervenir. Pour l'instant, il les nourrit en hiver quand même, souvent. Moi, les chevaux, bon, les plus adaptés, ce sont les chevaux, parce qu'ils sont locaux.
c'est les chevaux yakoutes, donc qui sont qui sont habitués à ces températures, à chercher la neige sous la nourriture sous la neige et à boire, parce que ça c'est un énorme problème pour les nouveaux animaux qui arrivent, c'est l'eau. En hiver, vous n'en avez pas, vous avez que de la neige, donc c'est parce que tout gèle évidemment. Donc les chevaux n'ont pas besoin d'eau courante, et ils mangent la neige, tandis que les bisons, on le voit même dans le film, ils donnent à boire aux zèbres. Donc comment faire pour que le système soit autonome, comme vous dites, il faut beaucoup plus d'animaux. Parce que quand vous avez un troupeau de 12 bisons, il y a 2 mâles, vous êtes obligé de les surveiller. Vous ne les surveillez pas, il y a 2 qui tombent, c'est terminé. Il faut ramener un autre troupeau, il ne va jamais se reproduire, évidemment. Et même avec un seul mâle, vous avez un fond génétique extrêmement pauvre. Donc, ils ont besoin vraiment. D'après leurs calculs, il faudrait minimum une centaine de têtes par espèce pour être un peu tranquille. Mais en plus, pour que le système soit autonome, il faut des prédateurs. Parce que c'est ça aussi c'est les prédateurs qui éliminent les plus faibles et qui font les animaux bouger d'un coin à un autre et de changer de pâturage. Parce que souvent, ils se trouvent, ils peuvent vraiment être plantés au même endroit, et même s'il n'y a plus rien à manger, certains, surtout les nouvelles espèces qui arrivent là-bas, ils ne vont pas ailleurs, ils sont perdus. Donc les imhotses sont obligés de les presque pousser avec leurs mains pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils aillent se nourrir ailleurs. Il y a énormément de problèmes techniques encore qui se posent. Une question devant aussi, madame, allez-y. Non, il dit il est foutu. Le quoi? Alors pourquoi la Californie, avec la remarque de Sergei Asimov dans le film? Ouais. Et il dit d'ailleurs on ne pourra pas la sauver, donc on passera à l'Oregon, qui est l'État du Nord. C'est Californie. une ligne galéjade, mais il y a peut-être un fond de vérité. C'est pas loin, c'est de l'autre côté, hein, du Pacifique. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est une métaphore. Hein. Vous voulez vraiment que je réponde? Il fait de l'humour. Donc ça pourrait être le Japon, ça pourrait être Biarritz, ça pourrait être n'importe qui, mais c'est juste que la Californie, c'est quand même, voilà, c'est une entité pour lui, je pense aussi, un peu plus proche, parce qu'il a travaillé à l'université de Stanford dans un 90. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'il a parlé de la Californie ou pour une autre. Oui, et puis moi j'ai vraiment compris aussi cela en voyant le film plusieurs fois, que c'est aussi, sans prétention aucune de sa part, une volonté de dire on sauve un peu le monde, donc aidez-nous pour sauver le monde, sinon les Google, la Silicon Valley, la Californie qui réinvente le monde est morte demain matin. Merci à toi Denis. J'allais dire Sergueï et Nikolai, que tu représentes. Nikita et Nikolai. Merci, spasibo bolchoï. Merci à toi, merci à vous. C'est un très beau film. Et puis, on continue. Donc, projection encore demain. Juste une dernière chose, juste une dernière chose pour vous dire que le film, il y a une version longue de 90 minutes. Je ne vous invite pas à la regarder. Déjà, vous avez fait l'effort de venir ici. Mais par contre, n'hésitez pas à relier. C'est sur Arte Replay. Sur arte.tv, vous tapez l'hypothèse de Asimov, et une version de 90 minutes qui est bien meilleure que Eh bien voilà, en version longue. Merci.